et j'ai le plaisir de vous parler de la cardiomyopathie du diabétique. Comme vous le savez et vous le voyez bien sur cette slide, le diabète, c'est actuellement une réelle pandémie. Donc 463 millions de diabétiques à travers le monde en 2019, et ce chiffre est estimé et devrait passer à 700 millions en 2045, soit une augmentation, enfin ça va doubler. Et si vous regardez l'Afrique du Nord et la région MENA, c'est encore pire, l'augmentation est estimée à 96%. Or, nul besoin de le rappeler, mortalité cardiovasculaire et diabète, ça a été mis en valeur depuis très longtemps. Et comme vous regardez ici, eh bien chaque fois que le diabète s'ajoute aux facteurs de risque cardiovasculaire, la mortalité d'origine cardiovasculaire est multipliée par 2, par 3 ou par 4 à chaque fois que le diabète se surajoute à d'autres facteurs de risque classiques. Pourquoi? Eh bien tout simplement, c'est à cause du fameux cœur du diabétique. Parce que le diabète entraîne de l'inflammation, de l'hyperglycémie, de la résistance à l'insuline et de l'hyperinsulinémie. Tout ceci engendre des modifications cellulaires, puis structurelles, aboutissant à 3 phénomènes. Celui qu'on connaît le plus, c'est l'atteinte des coronaires. Et donc c'est ce qui est bien étudié, qui est bien établi. Mais il y a aussi 2 autres phénomènes responsables de cette mortalité cardiovasculaire liée au diabète, la cardiomyopathie diabétique, mais aussi la dysautonomie cardiaque, donc causée par le diabète. Autre point à soulever, c'est la relation étroite et le cercle vicieux entre diabète et insuffisance cardiaque. Le diabète multiplie par 3 la prévalence de l'insuffisance cardiaque chez les sujets de moins de 75 ans et par 2 chez les sujets de plus de 75 ans. Ces chiffres passent à 4 ou 5 selon les séries. En même temps, l'insuffisance cardiaque, elle est présente chez 12 à 57% des diabétiques et le diabète est prévalent dans 4 à 28% des cas d'insuffisance cardiaque. Qu'en est-il chez nous? Eh bien, heureusement, nous avons notre registre national de l'insuffisance cardiaque ayant inclus 2040 patients, du diabète dans 36% des cas. Eh bien, vous voyez que la présence du diabète chez l'insuffisant cardiaque multiplie par 1,5 le risque de mortalité. Donc diabète et insuffisance cardiaque, c'est grave. Dès lors que le diabète se surajoute à l'insuffisance cardiaque, la mortalité, elle augmente de façon significative, qu'il y ait ou non atteinte des coronaires. De même, lorsque l'hémoglobine glyquée augmente, la mortalité augmente de façon donc très importante. Eh bien, pourquoi? C'est vrai que le diabète et la relation avec l'insuffisance cardiaque, elle passe par beaucoup d'autres comorbidités, comme l'hypertension, la néphropathie diabétique, l'atteinte des coronaires, l'atteinte de la microvascularisation, mais aujourd'hui, on va s'intéresser à cette entité qui est la cardiomyopathie diabétique. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est une dysfonction donc myocardique qui commence au niveau métabolique, qui va toucher ensuite la structure et la fonction du myocarde en l'absence d'autres facteurs de risque associés, donc en l'absence d'hypertension, de coronaropathie, de valvulopathie sévère, et bien sûr, donc ces modifications surviennent chez des diabétiques de type 1 ou de type 2. Quelle physiopathologie explique ce phénomène? Bien, vous le voyez sur ce diagramme, c'est très complexe. Il y a énormément de phénomènes qui se passent, mais je vais essayer de simplifier tout ça. Eh bien, tout d'abord, il y a le primo movens, donc l'hyperglycémie, la résistance à l'insuline, l'hyperinsulinémie. Tout ça donc va changer le métabolisme cellulaire cardiaque et on va avoir en fait activation du système lipidique, donc on va avoir de la lipotoxicité, on va avoir du stress oxydatif donc au niveau des mitochondries, on va avoir des modifications au niveau du réticulum endoplasmique. Tout ça va d'abord engendrer une hypertrophie des cardiomyocytes, puis ensuite s'installe la fibrose avec le remodelage ventriculaire gauche. Et tous ces phénomènes vont aboutir à l'insuffisance cardiaque. Eh bien, cette cardiomyopathie a été décrite et passe par différents stades. Là, je vous donne 3 stades, mais certaines publications parlent même de 6 stades en donc, détaillant beaucoup plus la physiopathologie cellulaire. Donc, le stade précoce, on est encore au stade de dysfonction endothéliale. Donc, le patient peut être symptomatique ou non. Deuxième stade, on commence à avoir des changements structurels au niveau du myocarde avec des symptômes, donc de l'insuffisance cardiaque. Et au stade donc avancé, on est au niveau de la dysfonction ventriculaire gauche avec de l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée. Donc si on est au stade précoce, les patients sont généralement asymptomatiques, ils ont une fonction ventriculaire gauche normale, une masse ventriculaire gauche normale, et ce qu'on voit à l'échocardiographie, c'est une dysfonction diastolique. Il faut savoir que la dysfonction diastolique,
elle apparaît précocement chez les sujets diabétiques. Donc là, on parle de diabétique de type 2. Elle est présente dans 75% des sujets diabétiques. Et puis, la gravité de la dysfonction diastolique, elle augmente donc avec l'hyperglycémie et l'hémoglobine glyquée. Quand on est au stade intermédiaire, là se développe l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dysfonction diastolique, et puis on a de la dysfonction systolique infraclinique. Qui dit infraclinique, eh bien on parle forcément de strain 2D et du speckle tracking. Et donc vous voyez cette série qui a inclus 247 diabétiques, c'est vrai que c'est une petite série, asymptomatique, et on voit qu'au suivi sur plusieurs années, eh bien là, la survenue d'événements cardiovasculaires est majorée chez les patients qui ont une altération du strain global longitudinal. Finalement, quand on arrive au stade avancé, là malheureusement on a l'hypertrophie ventriculaire gauche, mais aussi la dilatation du ventricule gauche, la dysfonction diastolique qui se retrouve encore associée malheureusement à une dysfonction systolique. Heureusement, ce stade tardif est peu prévalent par rapport au stade précoce et intermédiaire qu'on a vu. Alors en clinique, qu'est-ce que ça veut dire ces fameux stades? Eh bien ça va nous donner deux phénotypes qu'on connaît bien maintenant, l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée d'une part et l'insuffisance cardiaque à FEVG altérée d'autre part. Dans l'insuffisance cardiaque à FEVG préservée de la cardiomyopathie diabétique, en fait, ce sont toujours les mêmes phénomènes physiopathologiques, mais on est au départ. Donc l'atteinte, elle est d'abord endothéliale. Et on va avoir un peu de fibrose, une perte donc de l'endothélium qui va être remplacée physiologiquement par des cardiomyocytes qui s'hypertrophient. Lorsqu'on avance, malheureusement, donc, on va avoir une raréfaction donc, de l'endothélium, on a de l'hypoxie cellulaire, de l'apoptose et donc disparition des cardiomyocytes qui vont être remplacés par la fibrose, cette fibrose induisant donc à long terme le remodelage ventriculaire gauche. Comment diagnostiquer cette cardiomyopathie diabétique? Comme vous l'avez vu, il n'y a pas de signe spécifique, que ce soit clinique, biologique, électrique ou à l'échocardiographie. Les signes décrits précédemment peuvent cadrer dans d'autres pathologies. Pour parler de cardiomyopathie diabétique, il faut éliminer l'atteinte des coronaires, les valvulopathies sévères ou les atteintes congénitales. L'hypertension artérielle, donc certaines séries ont inclus des patients diabétiques hypertendus parce que vous savez que c'est très fréquent, donc l'hypertension chez les diabétiques de type 2. D'autres ont éliminé de leur définition donc l'HTA. L'imagerie, elle est essentielle pour évaluer donc cette fonction diastolique et systolique du ventricule gauche. Et puis, donc l'échocardiographie, c'est un moyen donc disponible, non invasif, un examen qu'on peut répéter facilement. On peut s'aider, quand vous regardez cette slide, de l'IRM cardiaque qui, elle, peut vous quantifier donc de façon pondérée la fibrose myocardique. Quel traitement de cette cardiomyopathie diabétique? Donc en fait, on est dans l'insuffisance cardiaque du diabétique. Donc d'une part, il y a le traitement du diabète, et là les recommandations s'alignent sur la place essentielle des inhibiteurs des SGLT2 chez les patients diabétiques à haut risque, en traitant bien évidemment tous les autres facteurs. Et puis, ce chapitre est largement détaillé dans les nouvelles recommandations donc, de la Société européenne de cardiologie sur le diabète, donc avec les deux volets, insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée et préservée. Et que vous disent ces recommandations, donc après cet exposé? Eh bien, si vous lisez et que vous cherchez dans les nouvelles recommandations du diabète, eh bien, il y a quelques lignes qui se consacrent à la cardiomyopathie diabétique, et on vous dit que c'est un concept qui a été discuté depuis un moment, mais que les séries sont toujours expérimentales et avec un très faible effectif, donc son existence jusque-là n'est pas formellement objectivée, donc même dans les recommandations des cardiomyopathies de l'EST de 2023, il n'y a pas de chapitre dédié à la cardiomyopathie diabétique. Donc pour conclure, insuffisance cardiaque et diabète et cardiomyopathie diabétique font un cercle vicieux et qui évolue dans les deux cas à des stades différents, donc au stade précoce, et on peut arriver jusqu'au stade final. Donc comme pour les 4 piliers de l'insuffisance cardiaque, on a aussi des piliers pour le diabète. Il faut donc traiter et réduire les complications du diabète en équilibrant les glycémies, en traitant l'HTA, en traitant la dyslipidémie, mais aussi en mettant en place les traitements cardioprotecteurs. Et finalement, il est essentiel de prévenir le diabète, de dépister le diabète et de mettre en place des traitements préventifs en première intention afin d'éviter donc d'en arriver à la cardiomyopathie du diabétique et à ce tableau donc d'insuffisance cardiaque. Et je vous remercie.